On est au château Moulin de Péronin aujourd'hui pour faire une petite vidéo avec toi sur les moutons, qu'on voit d'ailleurs en pleine activité dans le contrebas de la parcelle. Donc Franck, toi, ça fait déjà plusieurs années que tu t'étais confronté, approprié avec cette technique de ramener des animaux dans les vignes, donc notamment le choix des moutons. Est-ce que tu peux nous parler de ta première expérience, de comment ça s'est passé, puis un peu de l'évolution? Ouais, bonjour à tous, comme disait Eric, on a repris des moutons cette année que l'on nous a prêtés. Donc initialement on avait travaillé sur cette technique d'apporter d'amener du mouton dans les vignes pour plusieurs raisons. À la base, donc, on avait un petit troupeau d'une dizaine de moutons que l'on avait acheté, que l'on avait à l'année du coup. Donc gestion assez simple, la période hivernale où il n'y a pas de feuilles, où on peut laisser les moutons dans les vignes comme ils le souhaitent. Donc à l'époque, voilà, une petite dizaine de moutons, le troupeau jusqu'à son maximum, il y a eu à peu près 25 moutons, que l'on parquait donc à la demande dans les vignes avec, alors on a essayé plusieurs techniques. Donc par rapport à la clôture, donc on avait essayé du grillage à moutons, donc des clôtures mobiles, donc c'est du semi, c'est du provisoire permanent. Pardon, hein, du provisoire semi-permanent. Provisoire semi-permanent, donc on essaie de le faire assez solide, mais bon pas trop quand même, parce que sinon ça prend beaucoup de temps à mettre en place. Donc on avait essayé plusieurs techniques, donc la clôture, donc le grillage à moutons seul. Donc au final, assez facile à mettre en place. Par contre la limite, donc le mouton, vu que c'était pas quand même hyper rigide, dès qu'il avait de l'herbe un peu plus verte chez le voisin ou dans la vigne d'à côté, il forçait le passage, il passait par-dessous, il arrivait régulièrement à s'échapper. Parce que si je me souviens bien, c'était toi les deux principaux problèmes que tu avais rencontrés au départ de cette expérimentation. C'était essentiellement ce que tu viens de souligner, les problèmes de clôture. Les moutons s'échappaient tout. Et voilà, et du coup, la conséquence qui était après l'attaque des chiens errants. Ouais, le chien errant, non, qui carrément, lui, autant c'était facile pour lui, il a enjambé carrément le grillage et il venait bouffer. Les moutons directement, voilà. C'est comme ça que tu as perdu plus de moutons comme ça avec les chiens errants. J'ai surtout passé beaucoup de temps, alors que je ne suis pas forcément vétérinaire ni éleveur, donc je passais mon temps, j'ai le souvenir de passer quasiment mon quotidien à soit soigner les moutons, soit leur courir après. J'exagère un peu et il se passait des semaines, voire des périodes, des mois entiers sans que j'ai aucun problème. Mais sinon, non mais voilà, même en exagérant, c'est important que tu en parles quand même pour les autres vignerons qui s'intéresseraient à ces techniques. C'est voilà, soit il y avait le choix que tu avais fait au départ, c'est-à-dire de partir avec ton propre troupeau de moutons. Et effectivement, tu as commencé à souligner un certain nombre de points, voilà, comme les soins vétérinaires, les choses comme ça. Ou du coup, faire ce que tu as recommencé à faire cette année-là, c'est de continuer avec les moutons, mais en faisant un partenariat. Avec un ami à moi, éleveur, ouais. Qui te met à disposition des moutons. Je reviendrai après sur le choix de revenir à ces moutons cette année-là. Donc là, pour finir sur ce que je disais tout à l'heure, j'avais commencé sur un petit troupeau pour me faire la main un petit peu. Donc avec un grillage à moutons au départ. Après, on avait acheté carrément des clôtures électriques, donc avec juste des fils comme on fait pour les chevaux, 2 ou 3 fils. Sauf que même problème quand c'était plus vert à côté. Les moutons, surtout, ça venait des agneaux qui étaient un peu insouciants, qui finalement avaient bien vu qu'en passant vite sous la clôture, ils pouvaient pas trop se piquer. Parce que le ouais, puis la laine c'est isolant par rapport au cheval. Donc en fait, il peut se piquer comme museau, quoi. Donc il passait à fond la caisse sous les fils électriques et il se barrait. Donc après, j'avais essayé une technique qui était pas mal, mais qui demandait encore plus de travail. C'était le grillage à moutons et à l'intérieur, la clôture électrique. Ouais. Donc là, on arrivait quand même à la canaliser, mais ça demandait quand même pas mal de temps. Après, il fallait avoir la gestion de l'électricité, voilà, un poste électrique suffisamment puissant. Donc au final, on a essayé pendant 7 ans. Pendant 7 ans, on a eu quand même des résultats assez sympas, que ce soit par rapport à la maîtrise de l'herbe à la maîtrise de l'herbe de façon globale, ou avec les feuillages qu'on a expérimenté pas mal. Mais à un moment, voilà, si j'en ai eu marre de galoper à travers les moutons. Bah, sachant qu'au départ, si on avait fait venir les moutons sur le domaine, c'était aussi pour répondre à une problématique d'organisation du travail. Donc tu peux rappeler un peu aussi
la structure de la ferme, du domaine, et puis le matériel. Toi, vous faites beaucoup de ventes directes avec Véronique, ton amie. Et du coup, bah voilà, c'est un peu le constat qu'on avait fait à l'époque ensemble, où tu étais un peu débordé au printemps sur la maîtrise de l'herbe. Et du coup, avec les moutons, ça te permettait de gagner, suivant les années, 10 jours à 3 semaines. Entre 15 jours et 3 semaines. Et ce qui te faisait gagner ce petit laps de temps dont tu avais besoin par rapport à l'organisation du travail sur le domaine pour faire tes travaux dans de bonnes conditions. Dit Eric, voilà, on arrivait régulièrement au printemps avec, j'exagère, mais des fois il y avait presque 60 cm d'herbe. Donc on a des outils assez vieux, peu d'outils performants pour la maîtrise de l'herbe. Donc on était dépassé, on voyait rien ce qu'on faisait quand on arrive avec une écarillonneuse quand il y a 50 cm d'herbe. Non, c'est pas efficace. Donc en gros, on arrivait à gagner quand même pas mal de confort de travail, au moins sur le premier passage en tracteur. Et après, ben, on a arrêté du fait avec les raisons dont je t'ai parlé. Et là, on est passé aux engrais verts. Donc on mettait déjà les engrais verts avant les moutons. Donc c'est deux techniques que c'était soit l'un soit l'autre. On avait commencé à travailler avec... Ouais, parce qu'il y avait un petit problème d'antinomisme, quoi, au moins dans les techniques. C'est-à-dire, si on voulait faire pousser les engrais verts, c'est pour qu'ils poussent et qu'ils fassent de la biomasse. Mais si on mettait les moutons à pâturer... Donc au début, avec Eric, on a travaillé sur les engrais verts. On a mis les 2-3 premières années. Donc pour revenir, le domaine, on l'a depuis 2006. Un domaine qui était assez... On rappelle la surface et combien vous êtes à travailler. 15 hectares, ouais, on a à peu près une bonne vingtaine d'hectares, dont 15 de vignes, un vignoble assez vieillissant, qui était à reprendre, qui était en état assez moyen. Quand on a travaillé avec Eric depuis le tout début, en fait, on était parti sur l'implantation des engrais verts au début. Donc sur 3-4 ans, on a mis des engrais verts assez régulièrement, c'était une technique intéressante, qui est d'ailleurs encore. Et après, pour voilà, pallier à cette problématique d'herbe sous le rang, on est passé aux moutons. Donc du coup, les moutons, voilà, c'est pas compatible avec la technique des engrais verts. Mais justement, ça peut être intéressant aussi sur un domaine comme le tien où il y a une vingtaine d'hectares. C'est un peu d'avoir des rotations entre guillemets entre certaines parcelles qui vont être pâturées aux engrais verts par les moutons une année. L'année d'après, mettre en place sur une autre partie, mettre les engrais verts, et l'année d'après, effectuer une rotation. Certes, mais ça, je pense, c'est avec l'expérience qu'on y viendra, mais c'est surtout que voilà, il faut faire la gestion des moutons, elle est quand même. La gestion des engrais verts n'est pas simple à mettre en œuvre, mais elle est plutôt simple une fois qu'elle est mise en place de gestion. Après, les moutons, c'est quand même de l'animal, donc on ne gère pas tout. Moi, je trouvais incompatible le fait d'avoir les engrais verts et les moutons en même temps. Non, les deux sont pas possibles. Ou alors dans une rotation comme voilà, donc, sauf système de rotation. Ce qui peut en même temps t'assouplir. Du coup, au lieu de faire 20 hectares d'engrais verts, tu peux en avoir que 10 à faire tous les ans. Donc, du coup, après avoir. Donc, on a gardé les moutons à peu près 7-8 ans. Donc, le jour où on a décidé, on en avait plein les bottes de s'emmerder, de s'embêter avec les problèmes de chien, enfin, ce dont on a parlé juste avant. On est passé, on s'est remis à faire des engrais verts, plutôt avec succès. On a eu des engrais verts assez sympas, pendant, je dirais, 5-6 ans de mieux. Donc on a remis tous ces engrais verts en place et c'était vraiment intéressant, de façon assez assidue. On a eu de super résultats. Que ce soit un rang sur deux ou des fois tous les rangs sur les parcelles. Et cette année, j'ai pas pu en fait mettre d'engrais verts du fait de la pluie qui est venue assez tôt dans la saison après les vendanges. Donc on n'a pas eu le temps de préparer les sols, on n'a pas eu le temps de semer. Et je voyais donc en général quand on fait les engrais verts à l'automne, après vendange, on travaille un peu les sols, donc on maîtrise un peu l'herbe qui est poussante, donc on arrive à la calmer un petit peu. Donc du coup on n'a pas pu avec cette problématique de pluviométrie. Et on s'est dit, enfin, à un moment je voyais l'herbe pousser, je me disais comment je vais faire après au printemps, ça n'est jamais possible. Et je me suis dit pourquoi pas remettre des moutons. Donc pourquoi pas remettre des moutons. Par contre, avec l'expérience, avec les embêtements qu'on avait essuyés, j'ai essayé de trouver plutôt des solutions pour pas justement m'embêter. Donc j'ai fait appel, j'ai un bon ami viticulteur également, mes voisins, qui est éleveur de moutons, Morad, que je cite, voilà, qui est un très bon ami à moi,
qui a un troupeau de moutons assez conséquent, donc il y en a entre 100 et 150. Donc je lui dis, écoute Mourad, je veux reprendre des moutons, qu'est-ce qu'on peut faire, et si tu veux, moi je te les mets à disposition. Et moi je fonctionne maintenant avec des... Alors lui il fonctionnait comme moi avant, plutôt avec des grillages à moutons, mais sans électricité. Maintenant il est passé, parce qu'il a quand même pas mal dessus dans les idées. Ouais, donc là on peut regarder un peu sur le côté. Grillage électrique, voilà. Grillage électrifiable en fait, et de bonne qualité. Donc voilà, avec un maillage un peu différent. C'est un maillage comme le grillage à moutons, un maillage qui est de plus en plus... large vers le haut. Plus large vers le haut, voilà. Et par Là, on voit bien en bas, c'est plus étroit. Et qui a une structure surtout, bon, il y a les fils électrifiables qui sont horizontaux, donc sur 5-6 hauteurs, tout en bas il n'est pas forcément parce qu'il mais il y a ces petits fils verts rigides là qui après, donnent de la le structure. fil plastique rigide donne de la structure, de la rigidité au grillage, chose qui est quand même relativement... On peut le voir, celui-là il a été tendu, ça fait déjà un mois qu'il y est. Avec un peu de dévers, c'est pas forcément le terrain idéal, et on voit qu'il est quand même assez rigide et assez... Et du coup, ça, une clôture comme ça, en termes... alors prix, temps d'installation, des installations... Ça dépend, prix déjà, ça te coûte combien? Le prix, alors là honnêtement, pour rien cacher, moi j'ai... tous les grillages sont à lui, tous les moutons sont à lui. Par contre, moi j'ai investi dans un bon poste électrique. Ouais, ça c'était aussi un des problèmes. C'est bien beau d'avoir des clôtures électriques, mais quand c'est loin du bâtiment, de la ferme... Ah ben là, pour prendre l'exemple, on n'a pas lésiné sur l'électrificateur, on est parti sur un électrificateur Lakmé qui est une bonne marque. Oui, c'est une des principales marques historiques des... Ubison 15000, c'est un électrificateur qui est assez puissant et qui a la capacité de quand même fournir l'électricité, même si la clôture elle est envahie de végétation. Donc chose qui est souvent le cas. C'est un confort, voilà, une sécurité aussi pour vous, quoi. Alors là, on l'a enlevé pour le cas, mais sinon... Donc Franck, on en parlait un peu tout à l'heure de ton électrificateur et du coup par rapport à l'expérience que tu avais menée avant, qu'on a rendu compte dans Vitinomio et des différents programmes, tu nous as expliqué tout à l'heure que l'électrificateur était un élément important et que justement entre la fois précédente où tu as eu des problèmes de clôture, de chiens errants et cette année où tu t'es remis à faire des moutons dans les vignes, tu avais investi dans un nouveau matériel. Donc est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton nouveau matériel? Effectivement, comme tu dis Eric, suite aux mauvaises expériences de mauvaises clôtures où les moutons s'échappaient facilement, on avait un électrificateur à l'époque qui n'était pas très puissant. Là, on a sous les conseils de notre ami Morad de toujours qui m'a prêté les moutons. Qui est l'éleveur avec qui tu fais le partenariat avec les moutons. Partenariat aujourd'hui, voilà. Donc lui a déjà testé ce type de produit et m'a vivement conseillé de me rapprocher de ça. C'est Ubison. C'est en fait, voilà, c'est la marque Lakmé pour ouais, mais Lakmé c'est la principale marque des électrificateurs, que ce soit pour vaches, pour éléphants. Et là on a pris Ubison 15000 qui est je pense, l'électrificateur le plus puissant de cette marque, qui en fait permet d'avoir une électrification assez importante, même en conditions extrêmes, c'est-à-dire que même quand la clôture est envahie d'herbe, on l'a déjà testé d'ailleurs, et il y a quand même une impulsion qui reste significative. Et ça tient aussi la longueur de câble, vu que là il est soit dans ton chier, donc qui est à 50 mètres de la grange journée, ou il est dans cette grange-là, mais tu as toujours une grosse quantité de câbles, donc je te laisse préciser les distances, tu l'avais déjà expliqué un peu tout à l'heure. On était au Bamo, il y avait 1 km de distance pour acheminer le courant. Comme tu disais Eric, on est à 12 mètres et demi de la clôture, donc il n'y a aucun problème de déperdition pour l'acheminement de l'électricité. Sur le premier enclos, sur l'enclos que l'on a vu là, un peu plus dans la vallée, un peu plus tôt dans le vallon, là-bas, il y avait à peu près entre 800 mètres et 1 km de distance. Alors on a acheminé l'électricité via des grillages électriques. Donc on a essayé de faire... Donc tu as fait un premier choix de câble peut-être?
Alors au départ, c'est un peu du bricolage, mais on est parti sur du câble de qualité assez importante, sur du câble en cuivre, du câble électrique. Ah, du 2,5 2,5 carrés, ouais. Tu as fait le choix de ce qu'on disait tout à l'heure, de faire conduire le courant plutôt via les clôtures électriques. Exactement. Après, on a bricolé aussi, on a fait, je pense en avoir parlé un peu plus tôt, pour des facilités de mise en œuvre. Quand on allait dans le sens du rang, on a détaché des leveuses. Donc on s'est servi. Oui, tu en avais parlé tout à l'heure, oui. Voilà, donc pour éviter de dérouler d'autres câbles, on s'est servi de l'existant. Donc il y a eu plusieurs essais qui ont été concluants, parce qu'on arrive au terme à avoir un enclos qui est à peu près 1 km de la maison et qui était quand même viable. Et les moutons n'ont pas essayé de s'en aller. Voilà. Ouais, mais ça c'est le principal, vu qu'on a vu que avant, dans les principaux problèmes que tu avais, c'était quand même les chiens errants. Exactement. Et les moutons aussi, qui sont, sans parler des dégâts réellement faits par les chiens errants, qui est quand même le problème le plus important, mais tu avais aussi éventuellement l'engagement de ta responsabilité civile si un des moutons créait un accident alors qu'il était en vagabondage sur la route. Après, pour donner un exemple, là les moutons sont dans un enclos que l'on a fait il y a 3 jours. Au bout d'un jour et demi, hier soir à la débauche, mon ouvrier m'appelle à 17 h, les moutons se sont partis. Et on les avait changés juste la veille, j'avais pas pris le temps de mettre le courant. Donc ils ont dû le sentir, ils ont réussi à s'échapper et aller picorer, aller manger les vignes du voisin. Tu disais ton salarié t'a averti Ouais, en fait hier les moutons se sont échappés, les moutons étaient parqués depuis juste l'avant-veille dans cet enclos, il n'y avait pas d'électricité, j'avais pas pris le temps de le mettre. En fait ils sont échappés. Du coup on l'a remis depuis, ça roule, il ne cherche pas à se barrer. Je pense qu'ils le sentent entre les petits claquements. Ah ouais, puis même ouais, ils peuvent le sentir, et puis après même s'ils testent, bah, ils prennent une châtaigne et puis ils insistent pas, quoi. Après voilà, d'où alors pour revenir, pour conclure un peu là-dessus, je pense que c'est quand même essentiel d'avoir un bon poste électrique. La première fois qu'on avait les moutons, on avait pris un poste de petite intensité. Et justement, tu peux nous donner aussi un peu un ordre d'idée de l'investissement que ça représente. Alors là concrètement, c'est un des postes les plus puissants. On l'a payé, on a acheté ça 500 € hors taxe, donc ça fait du 600 € TTC, et avec une ristourne de 20%. Donc c'est un poste qui vaut entre 600 et 700 € pour le voilà. Et les clôtures qu'on a vues l'autre jour, c'est Morad qui te les propose Pour l'instant, Morad me les prête, mais à terme... Est-ce que tu t'es renseigné sur quel coût ça aurait au mètre linéaire, par exemple? Alors les rouleaux font 50 mètres et il faut compter à peu près 50 € hors taxe du mètre. Donc c'est un mètre linéaire hors taxe en fait. En gros 1 € hors taxe, je dirais entre 1 € et 1,50 € sur l'endroit où l'acheter du mètre linéaire. Avec un gros de qualité, avec des câbles électriques qui sont sur ouais, et puis les autres câbles verticaux pour la rigidité, comme on a vu dans la première partie de la vidéo. Quand il y a du vent, que le liage se balade et tangue de droite à gauche. Ok. Bah, merci beaucoup pour ces infos sur l'électrificateur. Avec plaisir, j'espère que ça pourra vous attendre. Ouais, j'en ai aucun. Bon poste électrique. Bon, nous on a préféré un poste sur secteur, sachant qu'on a tout autour, même si c'est un petit peu loin. On a eu l'idée de poste en batterie, sauf que de diverses années, ça s'applique facilement. C'est certainement moins cher. D'être efficace. Eh ben merci Franck. On est à peu près il y a à peu près 1 km de grillage pour arriver à venir électrifier cette partie où on a mis 1 km de grillage, mais la distance par rapport à l'électrificateur à peu près 1 km. Aussi, ouais. Donc là on est à 1 km, là on va dire qu'on a 1 km et demi avec 7 ou 8 hauteurs de 8 hauteurs de
le fil électrique, quoi. Mais du coup, tu t'expliquais aussi que tu avais acheté un bon électrificateur. Du coup, qu'est-ce que tu as utilisé comme câble aussi, justement par rapport à la distance d'un peu plus ou moins d'1 kilomètre que tu disais entre le bâtiment de ferme et l'électrificateur? Ah, pour amener l'électricité ici? Ouais. Ah ben, en fait, on a fait plusieurs essais. Non, parce que tu peux avoir des déperditions. On a fait plusieurs essais. Donc, quand en fait, donc on est parti sur du câble, après du câble électrique du 3x2,5 carré pour alimenter le grillage électrique plus la terre également. On est parti sur des sections assez importantes et avec une gaine tout autour pour s'assurer pour avoir quelque chose. Une bonne protection isolante. Ouais. Et après on a plusieurs idées. Au début là on a amené l'électricité ici juste avec le grillage en fait. Donc c'est comme si la clôture elle était au bord de la maison. Ouais, tu as fait un cheminement. Voilà, on a la chance d'avoir tout d'un tenant. Donc il a fallu composer un peu avec des parcelles voisines. On a eu la chance de pouvoir amener l'électricité juste en passant chez nous en fait. Et alors quand il fallait que je croise un chemin communal, je repassais par une tranchée. Un genre de déviation, non. Je me pontais sur un grillage, je passais par le sol pour que les tracteurs puissent circuler par-dessus sans que ça les bloque. Et je me repontais sur la... Souvent c'était la largeur d'une allée de vigne, donc 5 mètres à peu près, 5 ou 6 mètres. Après autre chose, on a essayé pareil, par flemme de temps en temps, sur certaines parcelles, on a décroché une leveuse que l'on a en fait, comment vous expliquer, on avait une clôture qui était proche de la maison, mais il fallait traverser 2 allées dans lesquelles il ne fallait pas monopoliser l'espace pour que ceux qui voulaient circuler puissent le faire. Donc on est passé par des câbles isolés que l'on mettait au sol, on se repontait après sur le grillage électrique, et après dans le rang de vigne, au lieu de dérouler un grillage, on a décroché une leveuse que l'on a après fixée sur des ouais, vous l'avez isolé en fait. Des poteaux en ferraille. Ouais, avec les queues de cochon à vache. Voilà. Donc ça c'est une technique aussi assez facile à mettre en œuvre. Mais voilà, pour revenir à ça, il faut, à mon avis, c'est avoir du bon matériel, un bon électrificateur déjà. Et après du grillage, là on parle quand même d'un grillage qui vaut entre 60 et 70 euros. Ouais, parce que là, on en parlait un peu tout à l'heure, mais le principal problème que tu avais rencontré avant dans ta première expérience avec les moutons, c'était justement soit les chiens errants qui rentraient, soit les moutons qui sortaient. Là, ce qui t'arrivait pas tous les jours, mais quand même assez régulièrement dans l'ancien système. Là, du coup, cette année, là, je sais pas, ils sont évadés. Depuis combien de temps tu les as et combien de temps ils sont évadés, les moutons? On est quoi aujourd'hui? On est le 7-8 avril. Ouais, 8 avril. Donc on les a eu au 15 janvier. Donc ça fait 3 mois. Sans vous mentir, ils se sont échappés une fois il y a 2 jours. Parce qu'il n'y avait plus d'herbe et on devait faire la clôture le soir même. Et à 17 h, il y a un voisin qui est venu me dire « Je crois que tes moutons sont échappés ». Donc on a vite foncé avec mon ouvrier, on a refait une clôture. Et vous avez déplacé de parc. En 3 mois. Ouais, mais c'est intéressant la question que tu soulèves parce que je pense que c'était aussi ce qui arrivait avant. Comme tu as dit tout à l'heure, on peut mettre les moutons dans la vigne à partir de la chute des feuilles jusqu'au débourrement sans trop de problèmes. Du moins dans nos vignobles à nous, ils sont plutôt installés bas. Par contre, voilà, il se pose la question du coup. Alors là maintenant c'est moins le problème vu que tu le fais avec ton ami Mourad. Ouais. Mais comme dans ta première configuration ou s'il y avait des vignerons qui voulaient faire comme toi, il se pose le problème de qu'est-ce qu'on fait des moutons entre le mois d'avril et le mois d'octobre, quoi. Parce qu'on ne peut pas les laisser dans la vigne. Ah non. Là est le raisonnement initial avant de faire n'importe quoi. Il faut savoir le mouton entre le débourrement, donc qui est en gros entre le 15 et le 30 mars, au pire jusqu'à mi-octobre après les vendanges. Ou sinon on peut les réintégrer pour oui, mais ponctuellement et sous surveillance pour faire de l'effeuillage comme on a essayé de faire avec toi. Parce qu'avec toi on a essayé aussi de faire de l'effeuillage, mais sans berger et sans chien. C'était loin d'être une réussite. Non, mais c'est intéressant. Mais après, maintenant, ça nous a fait voir les erreurs à ne pas faire et à apprendre de nos erreurs. Mais après, sinon, voilà, il faut vraiment des champs tampons. Il faut des prés où l'on puisse mettre les moutons pendant les périodes où on ne peut pas les laisser dans la vigne. C'est aussi pour ça que je trouvais que c'était une bonne idée là, ce que tu avais fait cette année justement avec ton collègue berger. Ouais. Parce que ton métier à toi, c'est vigneron. T'es viticulteur, t'es éleveur de vin, c'est 3 métiers, je compte même pas l'administratif.
éleveur, c'est aussi un autre métier. Donc, Dresseur aussi. oui, parce qu'il y a, comment il s'appelle, Narco? Il faut tourner vers là-bas. Bon, il écoute bien, il n'est pas dressé, mais franchement, c'est un bon toutou. Oui, mais t'es pareil, t'as pas été, toi, t'as pas été formé à l'éducation des chiens de berger. Donc même si Narco, il a de l'instinct, bah, comme tu disais, des fois, il fait des trucs bien tout seul, mais des fois, il y a des problèmes de communication entre vous deux, quoi. Non, après la gestion, ce que tu disais, la gestion entre les périodes où tu peux parquer les moutons dans les vignes, elle est assez primordiale. Il faut vraiment le réfléchir. Alors après, je vais pas. Maintenant, je commence à avoir des chiffres finalement parce qu'on a quand même pas mal observé le temps de pâturage des moutons. On sait qu'à peu près, là pour donner une idée, un ordre d'idée, il y a à peu près 120 brebis, 130 brebis. Elles ont pâturé. Ouais, on les voit en bas dans la vallée. Donc là, tu les as jusqu'à la semaine dernière. Moi, je suis passé, elles étaient encore dans les vignes. Mais là, ça a vraiment poussé. Donc, tu as fait le choix de les. On les met dans des champs que l'on a laissé pousser justement quand on a tourné. Alors là, on voit qu'il y a des vignes, mais j'imagine c'est une parcelle que tu vas arracher. Voilà. On va arracher. Et dès qu'elles auront nettoyé, qu'elles auront facilité le passage du tracteur, qu'ils puissent arracher sans qu'il y ait trop d'herbe. Oui, puis elles vont fertiliser aussi le sol. Et là, c'est une parcelle que l'on ne replantera pas. Certainement, ici, c'est trop humide en bas. Alors là, justement, tant qu'on est là-dessus, là, si tu peux nous expliquer, on va se décaler un peu peut-être. Ouais. Donc là, on voit où ça, c'est les vignes où les moutons ont pâturé. Là, les moutons, ils sont sortis de ces vignes il y a 5-6 jours. Là, pour vous donner Et ils y sont restés combien de temps là dans ces... Là, pour donner un ordre d'idée, on a à peu près on a découpé la parcelle en 3. Là, on a à peu près 2 hectares et un bon 2 hectares là sur cette parcelle. Ouais, donc je fais un panoramique pour faire voir aux gens un peu l'environnement. On a fait un premier passage sur une parcelle de 1 hectare qu'on a scindé en 2. Donc il faut imaginer à peu près 50 heures qu'elles ont entretenu. Et c'était vraiment poussé comme on peut voir à côté. Voilà, donc c'est intéressant là si on se met justement en face de cette parcelle. Les vignes dans lesquelles elles sont passées, elles étaient vraiment poussées comme ça. Là. Donc là, les moutons, ils sont passés, ils sont pas passés. Non, ils ne sont pas passés ici puisque c'était trop tard. La vigne a commencé à pousser. À débourrer, ouais, on le voit bien ici là sur les complants. Elle était un peu plus précoce que sa voisine. Ouais, parce qu'on est sur le haut du coteau, puis c'est pas les mêmes cépages. Par contre, du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir cette parcelle. Donc, pour les raisons que tu viens de citer, les moutons ne sont pas passés cette année. Non. Par contre, si on zoome un petit peu là dans le bas du vallon, où tu les as fait passer. Là, il y avait 2 fois plus d'herbes, c'était vraiment dense. Ouais, parce qu'on est au bord d'un ruisseau là, donc là, je sais pas, les gens verront peut-être pas sur la vidéo, mais derrière le rideau d'arbres, en bas de la parcelle, il y a un ruisseau. Ouais. Donc on est en fond de vallée, donc sur des terres riches. Et puis c'est fertile en bas, c'est vraiment. Et là, du coup, ils y ont été combien de temps les moutons? Parce que là, on voit que c'est bien tondu. Là-bas, ils sont restés sur à peu près 70 heures, je dirais. Et ils ont tout entretenu en 2 jours, 2 jours et demi. Quoi. Ouais, donc c'est un travail efficace. En haut, à peu près 1 hectare, il y avait moins de densité qu'en bas. 1 hectare, ils l'ont fait en 4 jours, pareil. Parce qu'il y a un point entre nous, on l'avait déjà abordé, mais là, je pense que c'est bien d'en parler aussi aux gens qui vont regarder la vidéo. C'est ce que j'appelle le paradoxe de la vache et du mouton. C'est-à-dire qu'une vache, c'est beaucoup plus lourd qu'un mouton, mais paradoxalement, un mouton, ça a une tendance naturelle à tasser les sols beaucoup plus importante qu'une vache, simplement du fait que la surface du sabot et donc du coup la répartition de la charge de l'animal sur le sol par rapport à la surface de contact au sol du sabot est plus petite chez le mouton. Donc ça, je sais pas si toi, tu as eu un retour, tu as une expérience à partager là-dessus, mais c'est vrai que le risque, surtout quand on met 140 moutons, alors si on en met que 15, on peut les laisser plus longtemps, mais si on fait un pâturage entre guillemets intensif, à 140 moutons, il ne faut pas les laisser 3 semaines sur la même parcelle, parce que sinon, tout ce qu'on va plus avoir faire du côté engrais vert, biodynamie, travail des sols, tout ça, on va très vite le perdre d'un point de vue agronomique. Est-ce que toi, tu as remarqué des trucs comme ça aussi? Moi, j'ai remarqué que le mouton, pour manger 1 mètre carré d'herbe, il est passé 3 ou 4 fois dessus, quoi. En fait, le mouton, il avance, il mange en avançant, quoi. Et c'est un effet de troupeau un petit peu. Alors là, des fois, ils sont éparpillés, mais ils avancent en groupe et ils mangent. Oui, mais c'est un animal très grégaire. Ouais, et c'est assez quand même. Comment dire, moi, je trouve que, idéalement, c'est sûr qu'on peut pas observer tout vraiment comme il faudrait, mais je pense qu'idéalement,
il faudrait avoir des champs vraiment à proximité des parcelles où on les laisse pâturer, ou quand c'est trop humide, il faudrait les sortir un peu, quoi. Parce que quand c'est très humide, ils tassent, ils s'enfoncent. Je pense que c'est pas. Des fois, ça peut être préjudiciable quant aux qualités. Bah, il y a l'état de ressuyement des sols, qui est, quel que soit le métier, éleveur, céréalier, vigneron, est toujours très important. Et puis il y a cet aspect chargement, donc les termes qu'on utilise en élevage, mais c'est-à-dire le nombre de bêtes moi, honnêtement, je pense qu'il faut à l'hectare. en avoir plus. Idéalement, moi, je conseille plutôt de faire des. Moi, ce que j'ai remarqué, pour pas s'embêter quand même quand on fait une clôture, on va pas y revenir tous les 2 jours. Nous, on a pris l'option de faire des grands enclos, et après de faire un enclos assez large, et après de le diviser en sous-enclos. Ouais, de passer du temps à faire une grande clôture d'ensemble, et après, en fonction de tes besoins, déplacer juste un morceau de clôture. Je pense qu'il vaut mieux avoir 100 moutons sur un demi-hectare pendant 2 jours, que d'avoir 10 moutons sur 4 hectares pendant 3 mois, quoi. Ouais, c'est plus efficace. Moi, c'est une analyse que je partage aussi. Et après, et là, c'est aussi l'intérêt de travailler. Excuse-moi de te couper, mais du coup, ouais, ce que tu dis, ça me fait penser aussi que c'est plutôt une bonne idée pour des vignerons de nouer des partenariats avec des éleveurs de moutons. Comme on disait tout à l'heure, votre métier c'est vigneron, c'est pas éleveur. Il y a beaucoup de choses à faire et voir les moutons qui sont mis à disposition en échange d'un service, puisque c'est toi qui vas gérer les clôtures, c'est toi qui vas gérer voilà. Et du coup, je pense que c'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire toi, ça te rend un service en tant que vigneron. Je pense que Mourad, ça lui rend un service en tant qu'éleveur. Moi, lui, ça lui permet de régénérer ses préaux. Ouais, voilà, elle reste au repos, surtout au printemps ou pendant l'hiver, où justement c'est là où les prairies, ouais, non seulement poussent, alors plutôt au printemps, mais où elles pourraient être abîmées si on les fait pâturer l'hiver, alors que là, il va pouvoir les mettre au repos, donc faciliter la régénération de ces prairies. Je pense que c'est un système gagnant-gagnant, quoi. Après, du coup, pardon, excuse-moi, vas-y. Honnêtement, ouais, on saute un peu du coq à l'âne, mais je suis vraiment hyper content de vous avoir fait passer. Déjà, ça me fait gagner du temps sur la gestion de l'herbe. Après, ça m'amène quand même de la fumure. Il y a l'information animale, nous qui travaillons en biodynamie depuis. On travaille en bio depuis longtemps déjà, mais la biodynamie nous intéresse depuis un moment. Et je pense que l'information animale est essentielle dans la gestion et la vie de la propriété et la vie des sols notamment. Donc là, je suis quand même vraiment hyper content d'avoir réintroduit l'animal de façon dans ton vignoble. Plus importante dans le vignoble. Mais par contre, je pense que je le freinerai en alternative, peut-être avec les engrais verts. Je suis pas sûr de vouloir mettre les 100 moutons tous les ans, tout le temps, quoi. Ce qu'on disait là, on pourrait arriver à un système de rotation sur 20 hectares, tu 10 hectares de moutons une année, 10 hectares d'engrais verts de l'autre, ce qui te rationaliserait aussi ton travail. Et puis d'alterner tous les ans ou tous les 2 ans. Après, l'idée à terme, parce que Mourad aujourd'hui, on s'entend sur ça, peut-être que l'année prochaine, peut-être que lui, il aura trouvé une autre valorisation pour ses moutons, j'en sais rien. Moi, l'idée à terme, je pense, c'est de reprendre un petit troupeau, peut-être d'en avoir 10 ou 15 à l'année, déjà pour nous gérer tous les espaces, parce qu'on n'a que 15 hectares de vignes en fait. Il y a toujours 4-5 hectares que l'on doit tondre, que l'on doit... Et peut-être que d'avoir des animaux en permanence qui nous appartiennent sur la propriété, je pense que c'est un choix. Ah oui, c'est bien aussi, mais c'est des responsabilités, des contraintes après, supplémentaires. Voilà. Encore une fois, je répète, mais j'ai plus envie de me galérer à courir derrière les moutons ou alors à gérer les chiens errants. Et juste pour conclure cette vidéo, donc toi par rapport à ton expérience, parce que souvent c'est ce qui revient dans la vigne et les moutons, c'est la toxicité du cuivre par rapport aux moutons, donc il y a quasiment ancestral le pâturage des vignes par les moutons, donc les agneaux du Médoc par exemple ou d'autres, c'est exactement ça. Et à 150 ans ou 300 ans, je pense que les éleveurs n'étaient pas plus bêtes et pas moins attachés à leurs animaux que les éleveurs de maintenant. Effectivement, faut pas mettre les moutons à pâturer derrière un traitement au cuivre, mais toi, qui l'avais déjà fait plusieurs années avant, est-ce que tu as déjà perdu des moutons à cause du cuivre, ou est-ce que tu as perdu plutôt des moutons à cause d'autres choses? Là, si on pense pas. Honnêtement, dû à des on a eu des problèmes de chiens, on en a déjà parlé, des problèmes de strong ou de ver
Au début, Donc ça c'est du parasitisme, donc c'est lié, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des vers de l'estomac, c'est du parasite. Donc ça c'est lié à la zootechnie, à l'entretien, et c'est là où on en revient que éleveur c'est pas ton métier. Exactement, mais j'ai appris, parce que le vétérinaire, j'ai eu recours au vétérinaire au départ, sauf que quand j'ai bien vu le coup que ça avait, que ça impactait directement, voilà. Oui, parce que toi tu tirais pas de revenus de tes moutons. Donc du coup je me suis improvisé vétérinaire et je me suis quand même pas mal occupé de mes moutons que j'avais à l'époque, et au final on n'a pas attribué les quelques morts que l'on a eu sur le troupeau qui nous appartenait au cuivre, quoi. Et là aujourd'hui, après ça dépend du cuivre, comment on l'utilise aussi. Je pense que nous on travaille avec Eric depuis un moment, on est sur des doses de cuivre hyper faibles, on travaille avec des doses entre 100 et 350 400 grammes maximum de cuivre métal par traitement, sur 3 kg ou 4 maximum par an, 3 maintenant puisqu'en deuxième année c'est pas plus de 3. Je pense pas que le cuivre ait une incidence réelle sur la... Toi, tu n'as pas pu constater en 7-8 ans d'hécatombe de tes moutons. Aujourd'hui, on sort, on a 130 moutons qui sont depuis, ou 120 ou 140, je sais pas. Parce qu'il y a une centaine d'adultes et il y a les naissances, honnêtement, on les a plus comptées. Il doit y avoir 30 ou 40. Ouais, on en voyait gambader quelques anneaux tout à l'heure. Donc Franck, on a changé de parcelle, on a quitté le vallon pour venir un petit peu sur le plateau du domaine où tu parques quelques moutons. Voilà, ils sont plus dans les vignes parce que les moutons, on peut pas les laisser toute l'année dans les vignes. Donc c'est aussi soit comme toi tu fais avec Mourad, d'avoir un éleveur qui met à disposition des moutons et qui les reprend, soit pour les vignerons qui souhaiteraient les avoir à demeure, comme toi tu avais fait avant, dans le cadre de Vitinobio, parce qu'on avait déjà fait des fiches. Voilà, mais il faut aussi avoir des parcelles un peu comme ça, où là on voit ils sont quand même dans un joli environnement. Et donc pour conclure cette petite interview, Franck, quel conseil tu donnerais toi aux agriculteurs qui souhaiteraient adopter la technique que tu as mis en œuvre et essayer soit en propre, soit avec un éleveur de faire des moutons sur leur vigne? Voilà, quels sont les conseils que toi tu donnerais aux gens qui veulent se lancer là-dedans? Je pense que c'est relativement accessible. Après, il y a quand même 2-3 conseils de base. C'est au parc, il faut avoir un parc assez adapté, un parc, je veux dire un cheptel. Après, alors, je pense qu'il faut réellement réfléchir aux surfaces disponibles pour adapter le nombre de moutons que l'on va faire venir. Il faut avoir des clôtures. Ça, j'insiste encore sur la réelle utilité et le réel besoin de clôtures fiables. Des trucs avec l'électricité qui, à mon avis, est indispensable. Voilà, après... Non, mais à la fois il y a une bonne électrification et à la fois un bon outil de clôture. Il faut, voilà, parce que là, toi, tu nous as parlé tout à l'heure de tes nouvelles clôtures électriques, mais quand on s'était vu pour Vitinobio dans le cadre des moutons, il me semble que tu réfléchissais aussi à la mise en place de clôtures définitives autour du domaine. Ça c'est sûr, on a mis en place on a planté pas mal de haies qui, à mon avis, avant qu'elles aient minimum 7-8 ans, elles ne sont pas suffisamment denses. Ah non, mais la haie, ça sera un élément paysage et biodiversité, mais en plus de la haie, il te faudra une clôture fixe. Nous, c'est à terme d'avoir une barrière physique dense, donc la clôture, et derrière une haie qui va avoir la biodiversité que l'on souhaite. Donc ça, voilà, des bons parcs, une bonne électrification. Si je résume, tu nous as expliqué que dans les points de vigilance, c'est l'adaptation du chargement, c'est-à-dire du nombre de moutons à la surface. Les clôtures, c'est important, les clôtures, à la fois la qualité des clôtures et l'électrification des clôtures, comme on a dit tout à l'heure,
plusieurs fois pour éviter les problèmes de chiens errants et les problèmes de divagation des animaux. Pas mal de patience, de disponibilité, d'amour aussi des animaux. C'est pas un tracteur. C'est quand même, voilà, il y a quand même une relation avec il faut être présent, il faut savoir identifier les problèmes qu'on peut avoir des animaux, le piétinage, j'en sais rien, des trucs qui me viennent. Oui, puis les animaux, ils mangent et ils boivent toute la semaine. Voilà, il n'y a pas de samedi, de dimanche, de jours fériés, de vacances. Si ce n'est tous les jours, c'est tous les 2 jours, il faut pouvoir être disponible pour leur amener de l'eau. Alors nous, les compléments alimentaires, on n'en donne pas, ils sont uniquement nourris avec l'herbe. Ça arrivait que des fois, il y a un peu besoin de foin, des sèches. Voilà, un peu d'ombre, pensez aux ombres, à l'ombre, en période estivale, s'il n'y a pas d'arbres. Ouais, bah on a quelques arbres, on le voit derrière, bon c'est pas... Ouais, après ça, de la patience, un peu d'amour, voilà, des animaux, il faut se lier quand même Oui, mais pour comme toute chose, si les gens n'ont pas le goût de s'occuper d'animaux, soit il ne faut pas qu'ils le prennent eux en propre, soit il faut qu'ils fassent... donc toi, la première fois, tu t'étais essayé à ça, tu l'avais fait avec tes moutons. Là, sur la vidéo qu'on fait aujourd'hui, comme on l'a dit avant, c'est les moutons de ton copain éleveur Mourad, avec lequel tu travailles en partenariat. Moi je pense que effectivement c'est très important ce que tu as souligné, c'est-à-dire que il y a des vignerons qui auront le goût de l'élevage, le goût de l'animal, du mouton, et qui s'en occuperont bien et qui consacreront du temps. Donc dans ce cas-là, je pense que ces vignerons-là, corrige-moi si je me trompe, ils peuvent faire ce choix-là. Et après, les vignerons qui sont déjà trop occupés sur leur ferme, trop occupés par le commerce, trop occupés par autre chose, peut-être c'est mieux de faire ce que tu as fait cette année, de développer des partenariats locaux avec des éleveurs locaux. Globalement, on peut dire que c'est une méthode que tu as déjà testée au moins 2 fois dans différents cadres. Globalement, tu trouves que ça a amené des solutions techniques et d'organisation du travail intéressantes pour ton domaine, notamment par rapport à la problématique de la gestion de l'herbe, vu que toi tu fais beaucoup de commerce et que tu es beaucoup pris à l'extérieur. Et par contre, comme tu nous l'as expliqué dans la conclusion, on travaille bien avec du vivant, et donc il faut qu'il y ait une sensibilité de la personne, parce que c'est pas un tracteur ou c'est pas une machine. Après, il ne faut pas avoir peur de la mise en route, parce que c'est forcément un peu plus d'investissement et le temps à y passer au départ. Il faut bien gérer, il faut surtout bien